Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, car nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2019 et j'ai de nombreux musulmans, alors des musulmans de France, puisque il y a une grande population musulmane en France, mais aussi des musulmans du Maghreb francophone qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui m'ont demandé des conseils nutritionnels, comment manger lors du Ramadan, lors de ce jeûne journalier qui est pratiqué tous les ans dans la religion musulmane. Alors je ne suis moi-même pas musulman, bien que je sois soumis à Dieu, c'est-à-dire aux règles physiques du monde, mais je vais quand même essayer d'aider mes frères musulmans, pour leur permettre de passer un meilleur Ramadan. Alors j'ai essentiellement beaucoup de sportifs qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui ne voudraient pas voir leur gain de l'année disparaître lors de ce jeûne rituel. Alors, avant de parler avant de parler des astuces que l'on peut avoir et que je vais vous donner pour mieux vivre ce ramadan, pour s'alimenter d'une façon adéquate, pour bien passer ce jeûne, je vais quand même vous parler de l'endroit où a débuté cette tradition. Alors, le jeûne du ramadan est visiblement une tradition qui existe avant l'arrivée de l'islam réformé. C'est, en fin de compte, ces lois qui ont été données à Mohammed et qu'il a fait appliquer dans la religion musulmane, qu'il a transmis par le verbe. Donc le jeûne dans ces régions-là devait déjà exister. C'est un moyen d'unir les hommes dans une pratique commune, donc tout le monde fait cette pratique en même temps, donc par nos actes communs, nous appartenons à la même communauté, nous avons des points communs et nous pouvons nous unir, un groupe uni étant toujours plus puissant qu'un groupe désuni, le groupe étant le garant de la survie de l'individu. Donc les rites, c'est des coutumes, participent à l'union des groupes et un groupe uni permet de faire survivre les individus. Alors, ce jeûne qui avait lieu dans cette région, dans cette Arabie du 7e siècle, et qui avait dû débuter avant, c'était sûrement une coutume, un rite pratiqué avant l'islam, avait pour fonction d'unir, mais aussi avait pour fonction de permettre aux hommes de s'habituer au manque hydrique dans des zones très chaudes, des zones désertiques, voire semi-désertiques, où pour aller d'une ville à l'autre, d'un oasis à l'autre, d'une palmeraie à l'autre, pour faire du commerce, il fallait des fois affronter la rigueur du désert et des fois le manque d'eau. Parce que si vous arrivez d'avoir un accident, d'avoir votre monture qui mourait ou qui était accidentée, vous étiez obligé de vous déplacer, de subir un manque d'eau qui durait plus longtemps. Donc, le fait déjà, dans ces régions, de s'habituer par ce rite à ne pas boire, manger c'est déjà plus facile, mais à ne pas boire une journée, endurcissait les hommes et leur permettait de pouvoir affronter des épreuves qu'il était fréquent, en tout cas qui arrivaient relativement souvent dans ce milieu semi-désertique. Donc c'était une façon aussi de s'habituer à des risques, à de préparer justement cette confrontation au manque hydrique, car le manque hydrique, c'est ce qui caractérise le plus les régions désertiques et semi-désertiques. Il faut voir que ce qui avait le plus de valeur dans ces régions-là, c'était l'eau, et les points d'eau étaient, les villes se bâtissaient autour des points d'eau, et les points d'eau étaient fortifiés, gardés
les puits des fois étaient gardés et il fallait payer un octroi pour avoir le droit à l'eau. C'est grâce à cette eau que certaines villes se sont enrichies. La Mecque, par exemple, est une ville qui est en fin de compte un oasis à la base, donc qui est un lieu de passage obligatoire avec ce point d'eau. Donc on voit qu'il y a ce manque hydrique. Donc le manque hydrique, l'homme du désert doit être confronté, donc il doit s'y habituer. Et si en plus il fait un rite permettant de s'y habituer, ça permet d'unir les hommes. Alors, il faut savoir que les hommes qui vivent dans ces régions sont non seulement confrontés au manque d'eau, mais sont aussi génétiquement sélectionnés sur les années à ce manque hydrique et à cette chaleur intense. C'est pour ça que les hommes des régions sèches et semi-désertiques ont en général une transpiration moins abondante que par exemple les Africains subsahariens qui vivent dans un milieu humide où l'on peut thermoréguler en buvant beaucoup et en transpirant, alors que, parce que l'eau abonde, donc c'est un moyen de thermorégulation efficace pour ne pas monter en surchauffe et voir ces organes se détruire principalement le cerveau qui a besoin d'être maintenu à une bonne température pour ne pas se dégrader irréversiblement. Donc on a cet énorme problème dans ces régions chaudes où l'homme est confronté à ce milieu très chaud et avec peu d'eau, où il faut conserver l'eau à l'intérieur du corps, conserver cette eau parce que des fois elle manque, elle n'est pas aussi abondante. On n'utilise pas l'eau qu'on a pour se laver, on utilise essentiellement l'eau qu'on a pour boire. On se lave quand on peut dans les oasis, mais on ne va pas toujours au puits quand il n'y a pas forcément de grands oasis, parce que l'eau est rare et on ne l'utilise pas comme ça, on ne peut pas se baigner en permanence ou se laver en permanence. De toute façon, quand il fait 40 degrés avec des ultraviolets, les bactéries, il n'y en a pas beaucoup. Alors on peut être poussiéreux, mais on sera rarement couvert de bactéries parce que les ultraviolets les détruisent. Il y a beaucoup plus de bactéries en milieu humide, mais l'eau est plus abondante. Donc on voit que ces gens ont une sélection génétique qui s'est faite sur des individus qui déjà transpirent un peu moins que des Africains subsahariens, ou même un peu moins que des Européens, qui eux n'ont pas ce problème d'absence d'eau, et qui en général, quand il fait chaud, se mettent à transpirer à fond pour se protéger, parce qu'avec cette peau blanche qui brûle, ils ont cette chaleur, il ne faut pas que ça monte, il ne faut pas que d'abord ils se couvrent, il ne faut pas monter en surchauffe. Quand ils ont chaud l'été, ils sont habitués au froid, donc ils compensent avec beaucoup d'eau, comme on trouve de l'eau en Europe, et ben on boit beaucoup, pensez à bien s'hydrater, comme on dit souvent en Europe, l'été. L'arabe, ces régions du Moyen-Orient, n'a pas ce problème, il se déshydrate beaucoup moins rapidement qu'un Européen ou même qu'un Africain s'il ne boit pas. Donc on a des types de morphologie différentes et des types d'adaptation à la chaleur. Donc ils supportent beaucoup mieux un stress hydrique, un jeûne hydrique, par exemple, qu'un Européen. La même chose pour un Maghrébin. Un Maghrébin, même si c'est une région qui est éloignée, qui est différente de la région du Moyen-Orient, désertique, au Maghreb, il y a moins d'eau qu'en Europe. C'est un milieu qui peut être semi-désertique, donc les hommes au soleil, avec un climat plus chaud, ont tendance à moins transpirer qu'un Africain subsaharien ou qu'un Nordique. Donc ils supporteront beaucoup plus facilement un jeûne hydrique journalier qu'un Européen ou même qu'un Africain. Donc il faut faire très attention sur les types des morphologiques, on va dire pas morphologiques, mais les types biologiques, donc selon l'endroit d'où vous venez, donc votre patrimoine génétique et vos particularités, pour comprendre que le jeûne du Ramadan ne sera pas perçu et vécu de la même façon par un organisme génétiquement programmé pour ne pas trop évacuer d'eau par la transpiration, ou par un organisme programmé pour thermoréguler en transpirant abondamment pour évacuer la chaleur. Déjà, ça c'est les trucs à savoir. Nous ne sommes pas tous pareils. De plus, au Maghreb, au Moyen-Orient, le Ramadan, même s'il se faisait sur des périodes différentes de l'année en fonction des années qui passent, puisque ce n'est jamais tout le temps la même année, ça ne débute jamais à la même année
à la même saison, le ramadan, ça change un peu tous les ans pour, en plusieurs années, arriver à l'hiver, le ramadan, les jours sont courts, donc ça sera plus facile de vivre un ramadan l'hiver que l'été. Donc les gens qui vivent longtemps peuvent connaître des variations dans le début du ramadan. Mais au Moyen-Orient, c'est plus près de l'équateur, et surtout en Arabie du Sud, vers la Mecque, les jours, puisque c'est un très grand pays, les jours ont globalement des variations entre l'hiver et l'été moins importantes qu'en Europe, et particulièrement en Europe du Nord. Donc, les jours sont étant plus courts, c'est plus facile. Et en Europe du Nord, ça devient beaucoup plus dur, puisque par exemple, vous êtes en mai, mais avant c'était en juin, il y a quelques temps c'était en juin, faire un ramadan en juin, au solstice d'été, c'est terrible, puisque ce sont les moments où en Europe du Nord, les jours durent très longtemps, alors que au Moyen-Orient, les jours n'ont pas une si grande différence entre l'été et l'hiver. Donc, le ramadan était parfaitement adapté à des jours relativement plus courts au Moyen-Orient que des jours qui pouvaient s'allonger terriblement en été. Donc, faire un ramadan en été en Europe, avec par exemple un Européen converti, c'est extrêmement dur et c'est beaucoup plus éprouvant que pour un Arabe en Arabie, qui lui, en Arabie du Sud, supportera, un, génétiquement plus facilement, deux, par le jour plus court, supportera plus facilement ce ramadan, même s'il fait plus chaud. Parce que le jeûne, surtout le jeûne hydrique, c'est pas le jeûne alimentaire, c'est ce qu'il y a de plus éprouvant. Alors, la petite vidéo a pour but de vous aider, pas uniquement de vous faire un rappel historique de ce ramadan et des variations du ramadan. Donc, maintenant qu'on voit qu'il y a des différences dans la capacité de résister la journée, d'avoir ce ramadan qui se passe plus ou moins facilement, selon notre origine, donc selon notre génétique, on va passer aux petites astuces, parce qu'en fin de compte, il y a des astuces valables pour tout le monde. Alors avant de parler de ça, il faut savoir qu'à l'époque où était instauré le ramadan, dans la religion musulmane, même comme vous dites, c'était avant, ce ramadan se faisait sur une culture qui n'était pas une culture occidentale, où l'on travaille à fond la journée, on se lève le matin, on s'arrête à midi et on travaille à fond la journée pour aller le soir vaquer à nos occupations familiales et se divertir. En général, dans ces pays du Moyen-Orient où il fait très chaud, on ne s'active pas à fond la journée, ce qui aurait été stupide, vu qu'il fait 40-45 degrés, et même des fois plus. Si vous activez, vous travaillez intensément la journée, vous allez crever, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de climatisation, comme il peut y avoir maintenant au Moyen-Orient, grâce au pétrole et à leurs usines électriques marchant maintenant au solaire, mais qui ont marché pendant longtemps grâce à l'énergie du gaz et l'énergie pétrolière. Donc, à l'époque, au 7e siècle, quand le ramadan était pratiqué, les gens, la journée, restaient à l'ombre, discutaient, mais on commençait à s'activer à la fraîche, c'est-à-dire ou au matin, quand le soleil n'était pas encore très haut, en altitude, donc quand vous n'étiez pas cramé par les rayons du soleil, ou le soir, à la fraîche, quand le soleil commençait à baisser. Donc, le rythme de vie est complètement différent, parce qu'il fait très chaud, on ne peut pas s'amuser à travailler, parce qu'on peut monter en température et mourir. Il n'y a que les Européens qui continuent à travailler dans ces régions-là toute la journée. Maintenant, tout le monde le fait parce qu'il y a la climate. Mais avant, les colons en Afrique, ou au Moyen-Orient, ou au Maghreb, ils s'activaient toute la journée, parce qu'ils les faisaient passer pour des cons, parce que quand il fait 40 degrés, on ne bosse pas normalement, sauf si vous avez une clim. Donc, traditionnellement, le travail, se faisait le matin tôt, ou à la tombée du soleil, quand le soleil commençait à baisser. C'était à ce moment-là que les gens se réunissaient sur les marchés, faisaient leurs affaires, ou allaient travailler au champ. La journée était fractionnée en 2 parties, et non toute la journée au soleil, parce que vous alliez mourir tout simplement. Voilà. Donc, on restait à la journée, à discuter, à pas trop travailler le soir, on attendait le coucher du soleil, et après, on mangeait, pareil pour le matin. Donc,
Maintenant, les petites astuces, c'est que maintenant en Europe, comme on bosse la journée, c'est encore plus dur de faire un ramadan, surtout pour un blanc qui transpire beaucoup, un blanc européen, puisque les blancs, les maghrébins sont aussi des blancs, par exemple, des blancs, hein, c'est la même chose, mais des méditerranéens, mais bon, au Moyen-Orient, on a des ancêtres communs aussi, ça tourne, tout ça. Donc maintenant, quelles sont les astuces? Ben, les astuces sont simples, des petits trucs pour pouvoir tenir son ramadan. Le truc, c'est de surtout ne pas se déshydrater et prendre des micronutriments qui vous permettront de tenir nerveusement et de permettre au corps de continuer à fonctionner malgré ce stress hydrique, donc de fonctionner normalement sans vous gaver. Alors le truc, c'est de vous lever bien sûr avant les premiers rayons du soleil pour faire votre prière, puisque c'est le but du ramadan, de s'unir, en fin de compte, dans un rite commun, mais aussi de s'unir à Dieu dans la prière. Donc avant le lever du soleil, c'est le moment de se lever, et le truc pour bien tenir la journée, bah, c'est de vous faire un grand jus de fruits et légumes centrifugés maison. Pourquoi? Parce que c'est plein de vitamines, c'est plein d'eau, donc c'est une nourriture liquide, mais aussi c'est plein de micronutriments qui vous permettront de tenir nerveusement ce jeûne hydrique journalier. Donc, le matin, ce que vous faites, c'est que vous vous faites 1 litre ou 1,5 litre de jus de légumes, de carottes, pommes, un peu d'orange, un concombre, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Des épinards, et vous les faites centrifuger maison, ou, alors il y a la centrifugeuse, où il y a le broyeur, mais les centrifugeuses c'est très bien, dans une centrifugée, donc centrifugée maison, avec un petit jus de citron dedans, voilà, je vous le refais, hein. Pommes, carottes, concombre, une orange dedans, des épinards, un jus de citron, vous faites ce grand jus, vous en faites 1 litre, 1,5 litre, vous buvez ça, vous êtes déjà paré pour une bonne partie de la journée, vous avez votre dose de liquide, vos sels minéraux et vos micronutriments et vos vitamines qui vous permettront de bien tenir ce ramadan. Un autre truc, c'est d'avoir toujours une bouteille d'eau à côté de soi la nuit pour penser à boire souvent pour tenir ce gène, même si vous allez pisser, bah, vaut mieux bien s'hydrater la journée, même si vous dormez un peu moins, pour pouvoir avoir justement le corps bien hydraté et pouvoir affronter ce gène hydrique qui est là pour vous unir, pour vous éprouver, mais pas pour vous détruire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça c'est le truc que je vous conseille, manger normalement après le matin, mais ça c'est vraiment la base. Et quel conseil pour le soir? Ben, pour le soir je vous conseille surtout de vous réunir en famille et de manger ce que vous désirez, le principal étant d'être uni dans sa famille et sa communauté pour vivre, aimer et être heureux. Donc le soir c'est la fête. Le ramadan, ce n'est pas que l'épreuve, c'est aussi la fête, s'unir entre hommes pour mieux vivre. Le grand truc, c'est le grand jus de légumes, hein, centrifugé maison, hein, fruits et légumes centrifugés maison. Vous en profiterez justement pour faire une espèce de détox pour vous sevrer de toutes les merdes que vous pouvez manger le matin, hein, genre les céréales de merde. Prenez votre grand jus centrifugé maison, et je pense que si vous commencez ça pendant ce ramadan 2019, vous le continuerez, cette bonne éducation de prendre votre jus tous les matins, ben vous le continuerez après le ramadan et vous serez alors en bonne santé. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Buvez la nuit et surtout le matin, avant les premiers rayons du soleil, grand jus de légumes fruits centrifugés maison. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt.
et bon ramadan, mes frères.